Bonjour à tous. Alors, nous entamons aujourd'hui le dernier chapitre de la partie équilibre en solution aqueuse, qui est en fait pas à commencer, mais on va dire l'apothéose des trois chapitres précédents, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ce chapitre, si ce n'est qu'il faut utiliser, c'est la nouveauté, les trois chapitres équilibre d'oxydoréduction, équilibre acido-basique et équilibre de précipitation. Ensemble, on va devoir utiliser toutes les notions dans ce chapitre. C'est-à-dire, le but de ce chapitre est de représenter l'évolution du potentiel d'une solution en fonction du pH. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir prédire quelles espèces ou quelle espèce sera stable à quelle valeur de pH et quelle valeur de potentiel, et ainsi prédire des réactions chimiques naturelles, spontanées, entre deux espèces, parce qu'on va pouvoir superposer deux diagrammes potentiel pH, ou plus même, carrément. Et donc, autre intérêt, c'est de pouvoir se dire, par exemple, si je veux récupérer, je dis n'importe quoi, une espèce particulière à partir du fer, par exemple, eh bien, je regarde son diagramme potentiel pH du fer, je regarde les conditions, et puis je dis, si je veux récupérer du fer 2, ou du fer 3, ou Fe2 ou 3, je ne sais pas, eh bien, il faut que je me place dans la zone de pH appartenant à telle valeur, en imposant un potentiel de telle valeur. Donc voilà l'idée de ce chapitre. Donc avant de commencer, à proprement parler la représentation des potentiels pH, on va prendre quelques rappels sur le chapitre d'oxydoréduction. Donc là c'est très facile, je pense que vous savez, on va le refaire ensemble, mais parce que vous savez très bien le faire, c'est la question est d'exprimer le potentiel du couple fer3, fer2, connaissant le potentiel standard du couple fer3, fer2, et déterminer les domaines de prédominance des espèces. Donc on a, eh bien, il suffit d'appliquer, vous vous rappelez, la formule de Nernst, appliquer au couple fer3, fer2. Donc, formule de Nernst, le potentiel standard du couple, plus, alors 0,059 ou 0,06 si on applique, si on se travaille à 298 K. Sinon, c'est RT sur NF LN2. Donc là, je vous laisse revérifier eh bien, votre cours. Alors là, j'aurais dû réécrire, je vais commencer par écrire ça. Parce que s'il s'agit d'une réaction plus délicate que simplement la réaction entre Fer3 et Fer2, il faut quand même que vous sachiez comment est-ce qu'on obtient le nombre d'électrons échangés. Donc là, j'écris la demi-équation électronique associée au couple. Dans ce cas, aucune hésitation, c'est bien ça. Et je prends le logarithme de l'activité de l'oxydant, de tout ce qui est du côté de l'oxydant, sur l'activité de tout ce qui est du côté du réducteur. Donc là, en l'occurrence, on n'avait que l'oxydant fer3 divisé par la concentration à fer2. Alors, les C0, je l'ai réécrit, mais C0, pardon, C0 comme ceci, se simplifie évidemment. Et maintenant, il s'agit de tracer eh bien, le. Hop. Non, je me suis trompée. Je voulais, c'est ça. Hop, voilà, donc un diagramme sur lequel on va positionner les potentiels, le potentiel, une échelle de potentiel, et on veut savoir pour quelle valeur de potentiel est-ce que c'est le fer3 ou le fer2 qui prédomine. Alors, si on fait par exemple, alors je rappelle, je vais rajouter une page, comme ça ce serait plus simple. Hop. Alors, fer3 prédomine, prédomine sur le fer2. Ça revient à dire que la concentration en fer3 est supérieure à celle de la concentration en fer2. C'est ça la définition de la prédominance. Alors, si je réécris l'expression du potentiel associé à ce couple, en nous mettant qu'il s'agit du potentiel, du potentiel standard de fer3, fer2, etc. Donc on a ceci.
Là, ce sont vraiment des rappels. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous vous dites, oh là là, on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc ici, si je cherche pour quelle valeur de potentiel le fer 3 prédomine sur le fer 2, eh bien, ça signifie que ce rapport ici est supérieur à 1. Donc, ça signifie que ceci, le logarithme est supérieur à 0, et donc on a E qui est supérieur au potentiel standard. Et à ce moment-là, donc je reviens à la page ici, et bien, sur le diagramme ici, en fait, à partir de E0, E0 qui est égal à 0,77 volts, donc le potentiel en volts, ici, dans cette zone, va prédominer le fer 3, c'est-à-dire la concentration en fer 3 sera supérieure à la concentration en fer 2, ici. Une chose que je n'ai pas précisée, le nom est à connaître, les diagrammes potentiel pH sont appelés, j'y pense en voyant le nom là, diagramme de Pourbet. Ce nom est quand même à retenir. Alors maintenant, on va faire un exemple un petit peu plus délicat. Vous avez le couple MnO4- Mn2+. Donc MnO4- Mn2+, alors l'espèce qui voit son l'élément qui voit son degré d'oxydation varié est le manganèse. Donc il faut essayer de déterminer le degré d'oxydation de Mn dans Mn2+. Évidemment, c'est plus 2. Et maintenant, le degré d'oxydation de Mn dans MnO4-, le rapport des rappels. Comment est-ce que l'on fait ça? La charge globale de l'espèce, c'est -1. On sait que le degré d'oxydation de l'oxygène, à part dans des cas très particuliers de O2, de H2O2, l'eau oxygénée, et des choses comme ça, sinon le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est -2. Donc en fait, on a degré, j'avais écrit tout le degré d'oxydation de Mn, plus 4 fois le degré d'oxydation de l'oxygène est égal à -1. À chaque fois, on en déduit donc le degré d'oxydation de Mn dans cet espace MnO4- égal à -1 plus 4 fois 2. Parce qu'ici c'est -2. Ici c'est -2. Donc -2 c'est bien égal à +8 et donc on arrive à +7. Alors, pour équilibrer donc la demi-équation électronique, MnO4- égale Mn2+, vous devez passer de +2 à +7, et bien, il faut rajouter 5 électrons. 5 électrons. Ici, vous avez 4 O. On va rajouter 4 H2O. Et ensuite, on vérifie, et on ajuste les H+, donc là, on avait 8 H, et on vérifie bien, je rajoute ici 8 H+, est-ce que la neutralité, l'égalité des charges est assurée entre la partie gauche et la partie droite de l'égalité. Alors 8, 7, 2, c'est bon. Donc maintenant, on peut appliquer la formule de Nernst à ce couple MnO4- Mn2+, E0 plus 0,06 sur 5 log de l'activité de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant. Donc là, vous avez la concentration en MnO4- à la puissance 1. Il ne faut pas oublier la concentration, l'activité de H+, donc sa concentration à la puissance 8, divisé par la concentration en Mn2+. Et on s'aperçoit, donc là, je vais revenir sur cette page-là, je vais écrire E, MnO4- Mn2+ est égal donc à E0 plus 0,06 sur 5 log MnO4- H+, puissance 8 sur Mn2+, pardon. On s'aperçoit qu'en fait on a une influence du pH. Donc on a E0, donc ici log de H3, pardon, donc en plus ici, log de H3 au plus, c'est moins pH, donc moins 0,06 sur 5 fois 8 pH, plus 0,06 sur 5 log de MnO4- sur Mn2+. Donc là on s'aperçoit qu'en fait,
on va pouvoir tracer en fonction du pH le diagramme de prédominance. On va chercher pour quel la question ça va être pour quel potentiel la concentration, alors on va prendre le MnO4- supérieure à la concentration à Mn de plus. Dans ce cas, il faut que le potentiel soit supérieur au potentiel standard moins 0,06 fois 8 sur 5 pH. Je vais tracer ceci avec voilà. Donc on va tracer le diagramme maintenant potentiel pH. Hop. 0 bas. Hop. Voilà. Donc ici, on a le 0, pH en abscisse, le potentiel à me donner. Et donc là, le 0 de mémoire, donc on a dit, on va de mémoire, c'est 1,51. Donc ici, 0 égale 1,51. On va superposer les deux diagrammes. On va peut-être représenter d'abord le couple fer 3, fer 2, qu'on a gardé tout à l'heure en mémoire, donc c'était 0,77. Hop, 0,77. Je vais mettre de la couleur, ce sera plus visible. Oui, bien sûr, voilà. Donc là, hop, on va prendre en noir. On a dit qu'au-delà de du pH, donc de la valeur 0,77 volts, prédominait fer 3. En deçà, vous avez le toit fer 2. Maintenant, et bien ici, on s'aperçoit qu'on a, c'est pas très à l'échelle tout ça, 1,51 ici. Et voilà, 1,51 et donc pH à peu près, alors si on met 1,51, si on met pH égale 10, on est à 6 fois 48 divisé par 5, ça fait à peu près 10. Donc, donc à pH 10, on est à peu près à 0 en fait. 1,51, 1,5. On est à peu près, c'est ça, à peu près à 0 pour le pH 10. Donc ici, je mets 10. pH 10, hop, je prends. Non, on va dire c'est parce que j'ai pH 10, on va avoir une pente. On va avoir une pente comme ceci. Une pente. Voilà, donc on va avoir, si on prend un pH égal à 10, on va avoir quelle valeur? 0,91. Voilà, pH 10, voilà, comme ceci. Voilà. Et donc au-delà, ici, vous trouvez la prédominance de, je vais écrire en rouge, hop, MnO4-, je vais poursuivre par MnO4-, et en dessous, Mn de plus. Et donc on peut s'apercevoir, par exemple, que se passe-t-il si on met du fer 2 en présence de MnO4-. Je vais écrire la question ici. Que se passe-t-il si on met, donc par exemple, on imagine dans une réaction, on met fer 2 et MnO4- en présence. Et bien rien qu'avec ce diagramme de Pourbet, le diagramme de potentiel pH, on va savoir qu'en fait, étant donné que ces deux espèces, des domaines de prédominance disjoints, eh bien la réaction va être favorisée.
donc faire de l'héménoquêtement de domaine de prédominance disjoint, mais la réaction va être quantitative entre disjoint réaction. Quantitative, alors évidemment on le prouve avec les potentiels standards quantitatifs entre eux. Et jusqu'à quand est-ce que la réaction va s'effectuer? Jusqu'à ce que les deux couples aient le même potentiel. Jusqu'à quand? C'est un peu mal rédigé, mais bon, entre guillemets, jusqu'à quand? Bien, jusqu'à ce que le potentiel à l'équilibre des deux couples soit le même. Jusqu'à ce que le potentiel des deux couples soit égal. Jusqu'à ce que le potentiel associé aux deux couples soit égal. Associé aux deux couples soit égal. Et à ce moment-là, l'équilibre est vérifié, il n'y a plus de réaction chimique. Alors on peut commenter autre chose avec ce diagramme potentiel pH. On s'aperçoit que lorsque le pH augmente, eh bien, héménoquêtement devient de moins en moins oxydant. On remarque. J'ai activé, voilà. Le stylet, c'est bon. Voilà. Alors, lorsque le pH augmente, héménoquêtement devient de moins en moins oxydant parce que son potentiel, le potentiel pour lequel il prédomine, baisse. Devient de moins en moins oxydant. Je répète, le potentiel pour lequel, à partir duquel il prédomine, est en train de baisser. Là, on continue, j'aurais dû continuer au-delà de pH égale 10. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, on va passer aux couples de l'eau. Pourquoi les couples de l'eau sont-ils si importants? Parce que, alors est-ce que je les ai mis là? Parce qu'en fait, on va superposer le diagramme, souvent le diagramme d'un élément, et on va superposer le diagramme de l'eau. Parce que l'eau est présente tout le temps, que ce soit dans l'atmosphère ou dans la pluie, etc. Et donc c'est un enjeu, c'est la corrosion en fait, la dégradation des métaux par soit le dioxygène, soit par l'eau, est essentiel, c'est un enjeu économique en fait, et donc vous allez toujours devoir superposer ce diagramme potentiel de l'eau aux autres diagrammes. Alors maintenant, comment construire effectivement un diagramme potentiel pH, donc autrement dit un diagramme de Courbet? Il y a 3 choses à retenir seulement. Donc, je les mets en évidence, ces 3 choses-là, ici. Alors, 3 situations. D'abord, si vous avez 2 espèces solubles, dans ce cas, il y aura à la frontière, eh bien, le pH ou le potentiel à la frontière, ce sera le pH ou le potentiel pour lequel il y a la même concentration atomique en espèces. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on va noter C total, la concentration totale, donc c'est tracé, la concentration totale atomique. Il faudra bien lire parce que dans certains exercices, c'est pas atomique, c'est en éléments. Bon, nous, on va choisir que ce sera la concentration totale en atomique de l'élément étudié. À ce moment-là, donc, à la frontière, concentration des 2 espèces identiques. Concentration des 2 espèces identiques. Aucune ne prédomine sur l'autre. La concentration est égale. Voilà. Alors maintenant, s'il y a une seule des espèces
qui est soluble et l'autre qui est insoluble ou un gaz. Alors d'abord, prenons si vous avez un solide. Eh bien, dans le milieu, au moment de la frontière, au moment de l'apparition du solide, eh bien, juste l'apparition du premier grain de solide sur la frontière, la concentration dans le milieu en éléments est égale à C total. Vous n'avez pas commencé encore à consommer. Entre guillemets, évidemment, on n'a pas commencé à consommer le C total. Commencer à consommer C total. C'est un peu mal dit, mais c'est pour comprendre ce qui se passe. En fait, vous faites apparaître le solide, il commence à être présent sur la frontière, il est là, mais il est en infime quantité. Il est présent parce que les équilibres sont vérifiés, mais il est en infime quantité. Et donc, vous pouvez encore dire que dans le milieu, vous avez C total. Eh bien, ça c'est la deuxième convention. Maintenant la troisième, si vous avez une des espèces qui est un gaz, on fixe, on est obligé de fixer, si on a trop de variables, soit P gaz égale 1 bar, et maintenant on a le pH sur la frontière, ou le potentiel de la frontière, pardon, correspondant à la concentration en espèces dissoute dans le milieu est égale à C total. Parce que juste au moment où apparaît le gaz, on peut encore dire que, pour la même raison que pour le solide, toute l'intégralité de l'élément se trouve en solution. Le gaz commence à se former à la frontière, mais vous n'avez pas consommé vous n'avez rien commencé à consommer encore en fait. Alors maintenant on va établir le diagramme potentiel pH de l'eau. C'est essentiel à maîtriser, à savoir à maîtriser sur le bout des deux ongles. De tête, il faut le connaître, il faut le positionner directement et justifier. Donc il faut que vous sachiez le justifier aussi. Alors, quels sont les couples de l'eau? Alors, les couples oxydant-réducteur, vous vous rappelez que vous avez H2O. Alors, on ne va pas noter H2O en fait. Quand il s'agit de l'oxydant, on va noter sous la forme H+, et H2. Donc, je renote, c'est bien H+, H2 pour le premier couple. Et l'autre, au contraire, c'est O2 avec H2O. Cette fois, l'eau H2O est l'oxydant. Donc c'est un très bon oxydant O2. Alors, après avoir exprimé le potentiel des deux couples, tracez le diagramme potentiel pH de l'eau. On observe ce diagramme, que pouvez-vous dire des espèces O2 et H2? Bon, donc on va faire ça, répondre à la question 2. Donc on va écrire les équilibres, les demi-équations électroniques. Alors H+, le degré d'oxydation de H dans H+, plus 1. Le degré d'oxydation de H dans H2O est égal à... Pourquoi je dis H2O? Hop là, c'est une boîte. C'est arrivé à plus 1 aussi, c'est pas ça que c'est le même degré d'oxydation forcément. Voilà. Dans H, dans E2, H2, 0. Hop. Donc on est bien. On est obligé de le faire, mais 2O- égale H2. Alors on précise en solution, pardon, en gaz, et ici en solution aqueuse. Vous appliquez la formule de Nernst à ce couple-là, potentiel standard, plus 0,06 sur 2 log 2. Alors là, cette fois, on va se concentrer. Donc ici, l'activité de tout ce qui est du côté de l'oxydant, H+ au carré, sur ces 0 carré science, sur ces 0 carré, divisé par l'activité de tout ce qui est du côté du réducteur. Et ici, vous avez un gaz, donc ça va être la pression partielle en H2, divisé par la pression P0. Alors, la convention que l'on a prise, c'est quand vous avez une des espèces qui est un gaz, on fixe sur la frontière P gaz égale 1 bar, la frontière, pH2 égale 1 bar, donc ça veut dire que ceci est égal à 1. Et maintenant, donc, on va avoir tout simplement le potentiel du couple H plus H2 égale à E0. On l'a déjà fait sur le chapitre
un des équilibres acido basiques, donc moins 0,06 pH simplement, en considérant C0 égale la couleur rouge. C0, vous vous rappelez, c'est la concentration standard dans les équilibres acido basiques, et puis 0, la pression 1 bar. Donc, ceci disparaît. Alors, or, le potentiel standard du couple H plus H2 est pris égal à 0 volts. C'est l'origine des potentiels standards. Donc, on a tout simplement moins 0,06 pH pour l'évolution. On fera le tracé d'un coup tout à l'heure. Alors, on va ça. Maintenant, le couple O2 H2O. Cette fois, c'est l'oxygène qui voit son degré d'oxydation varier. Hop, degré d'oxydation de O moins H2O moins 2. Donc, on écrit l'équation. On a bien 2 électrons. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? C'est bien ça, 2 électrons et 2 H+. On écrit la formule de Nernst associée, O2, H2O, dont je montre vraiment que c'est très systématique. Hein. C'est comme tous les chapitres qu'on a vus sur les solutions aqueuses. Vous n'avez pas de questions à vous poser, vous appliquez. Alors, le log logarithme, donc là c'est gazeux, ici en solution aqueuse, ici liquide. Log de la pression partielle en O2, 0, fois la concentration H au carré sur C0 au carré, et l'activité de l'eau est égale à 1. Or, à la frontière, donc, frontière, c'est-à-dire pas de prédominance, enfin, apparition, je précise que apparition de O2, parce que c'est un gaz, hein. Donc là, il n'est pas présent de l'autre côté, c'est un diagramme d'existence, c'est pas un diagramme de prédominance. Et bien, E frontière égale à E0, donc moins 0,06 sur tout simplement pH, parce que les E2 ici et ici se simplifient. Je vais mettre ça entre parenthèses, pardon. P0, PE2 égale 1 bar, et donc tout simplement on n'a plus que ça. Et le E0 est égal à 1,23. Donc ça, retenez la valeur de 1,23 volts. Maintenant, on va pouvoir tracer le diagramme potentiel pH de l'eau complet avec ceci. Et c'était sur votre page. Et ceci. Voilà. Donc maintenant, on revient ici. Hop. Hop. Alors, donc on doit aller à 23 et 0. Donc on va pouvoir mettre le 0 ici. Réfléchissez bien quand vous créez votre diagramme potentiel pH, votre diagramme de Courbet, à avoir de la place pour positionner toutes les valeurs de potentiel. Donc la première frontière, on a simplement dit que nous avions 1,00, pardon, moins 0,06 pH. Hop, voilà, et vous avez, eh bien, H+, H2. Donc, H+ prédomine dans cette zone, H2 commence à se former pour ces valeurs de potentiel et pour les valeurs de pH correspondantes. Maintenant, la deuxième, on va mettre une autre couleur. Donc cette fois, on part de 1,23, moins 0,06 pH. Donc la même pente. Même pente. La même pente, voilà. Et vous avez ici O2, H2O. Et donc ici, 1,23. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le potentiel est en bas. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous devrez, sans hésitation,
superposer ce diagramme potentiel pH là, de couple de l'eau, aux autres diagrammes potentiels pH pour voir quelles espèces peuvent être stables en présence d'eau. Donc parce que ici on va mettre en HUR, là c'est le diagramme de prédominance de l'eau. Eau prédomine. Donc ça signifie que remarque-t-on? Ceci, c'était la question, la fin de la question. On remarque que O2 et H2 ont des domaines disjoints. Donc, ils vont réagir ensemble très violemment. Et c'est le principe de la pile à hydrogène. Donc remarque, on va pas écrire en jaune, remarque, O2 et H2 ont des diagrammes d'existence disjoints. Réaction quantitative, et même je peux le préciser, violente, hein, vous le savez, c'est pour ça que dans les voitures à hydrogène, la pile à hydrogène quantitative entre eux, eh bien il faut impérativement séparer le dioxygène et l'hydrogène. C'est un des enjeux, c'est pas évident de faire ça. Il va bouger lui. Hop. Réaction quantitative entre eux, CF puis l'hydrogène. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour la vidéo de ce matin. En fait, on va continuer avec des exemples, hein, parce que le chapitre finalement est terminé. Donc, je vous encourage à regarder les exemples qui suivent, Donc, c'est-à-dire essayer de faire le diagramme potentiel pH du zinc. Essayez de réfléchir, parce qu'évidemment, quand c'est la première fois réellement, c'est pas évident du tout. On va le faire tranquillement ensemble demain. Voilà, donc lisez bien, revoyez si vous n'êtes pas au clair sur l'oxyde de réduction, les réactions acide-base, parce que vous voyez que vous avez besoin de tout ça. Merci.